Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants. Je suis ravi de me retrouver une nouvelle fois avec vous dans cette vidéo pour résumer ce qu'on avait vu hier avec vos camarades. Et ça concerne toujours le chapitre des acides aminés, peptides et des protéines. Donc cette fois-ci, nous allons passer aux peptides. Et vous remarquez que je vous fais directement la vidéo à partir de chez moi. En effet, j'avais envie de vous faire l'enregistrement de la séance du cours, mais la qualité de son était vraiment pas terrible à cause du microphone de la fac. Donc j'espère que cette fois-ci, la qualité sera au rendez-vous. Voilà, donc nous allons passer aux peptides. Donc nous avons fini avec la structure des acides aminés. Donc nous allons revenir aux acides aminés lorsque nous arriverons au métabolisme. Donc voilà, donc dans notre cours, nous allons voir aujourd'hui définition, donc qu'est-ce que c'est qu'un peptide. Ensuite, nous passerons aux caractéristiques de la liaison peptidique. Quelles sont les différentes caractéristiques de la liaison peptidique? Ensuite, nous verrons aussi comment présenter une séquence peptidique parce que vous savez, ou vous ne savez pas, que pour présenter une séquence peptidique, il y a des règles en quelque sorte, il y a des lois internationales, donc il y a une certaine standardisation qui nous indique comment présenter une séquence peptidique. Donc tout le monde dans le monde présente de la même manière une séquence peptidique, donc on va savoir quelles sont ces normes-là. Ensuite, nous verrons ensemble la nomenclature des peptides, donc comment nommer les peptides. Ensuite, nous passerons aux différentes propriétés, donc les propriétés physiques, propriétés chimiques et les propriétés biologiques. Quand on dit propriétés biologiques, en quelque sorte, on va parler des intérêts biologiques des peptides. Voilà, tout d'abord, commençons avec une définition. Donc, comme je vous ai dit au début du chapitre, donc, nous avons vu que les acides aminés, qui étaient en quelque sorte des briques moléculaires, pouvaient s'associer entre eux par des liaisons peptidiques, donc s'associer en chaîne, un après l'autre, pour former ce qu'on appelle des peptides. Et si le nombre des acides aminés augmente encore plus, donc on va avoir des protéines. Donc voilà, donc des peptides, ce n'est qu'un polymère, un polymère d'acides aminés reliés entre eux en tête bêche par des liaisons peptidiques. Voilà. Donc, comment est-ce que des acides aminés peuvent se lier entre eux? En effet, en réalité, donc l'acide aminé, le premier acide aminé, va engager ou bien va réagir avec sa fonction carboxyle avec le deuxième acide aminé qui lui va faire réagir sa fonction amine. Donc, l'interaction de la fonction carboxyle avec la fonction amine va nous donner une nouvelle fonction qui est la fonction amide. Et en réalité, la liaison peptidique, ce n'est qu'une fonction amide. Donc à la fin de la réaction, il va y avoir, à chaque formation d'une liaison peptidique, il va y avoir un départ d'une molécule d'eau. Voilà, donc nous avons vu aussi qu'un peptide contient entre 2 et 100 acides aminés. Entre 2 et 100 acides aminés. Donc pourquoi entre 2 et 100 acides aminés? Tout simplement parce qu'au-delà de 100 acides aminés, donc on va plus être dans un peptide, mais plutôt dans une protéine. Donc au-delà de 100 acides aminés, on sera dans une protéine, ou bien on aura une protéine. Voilà ici un schéma qui explique un petit peu d'une manière simple la formation de la liaison peptidique. Donc vous voyez ici, vous avez votre premier acide aminé avec sa chaîne latérale R et son carbone alpha. Et vous avez ici, de l'autre côté, votre deuxième acide aminé avec sa chaîne latérale R' et son carbone alpha. Vous voyez que le premier acide aminé va engager sa fonction carboxyle qui va réagir avec la fonction amine du second acide aminé. Donc l'interaction va faire il y aura formation d'une molécule d'eau et interaction du carbone de la fonction carboxyle avec l'azote de la fonction amine et formation d'une liaison ici. Vous voyez ça c'est une liaison peptidique qui en réalité ce n'est qu'une fonction amide. Donc ça c'est une liaison peptidique. Et en réalité la fonction peptidique ou bien la liaison peptidique c'est une fonction amide. Donc pour faire simple, la liaison peptidique ce n'est qu'une fonction amide. Voilà. Vous voyez aussi que à chaque fois, donc le premier acide aminé donc va engager seulement sa fonction carboxyle. Et de ce fait, sa fonction amine va rester libre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'acide aminé N-terminal. L'acide aminé N-terminal. Donc à chaque fois, dans chaque peptide, il y a toujours le premier acide aminé qui a sa fonction amine qui est libre. Pourquoi? Parce qu'il va réagir avec sa fonction carboxyle et de ce fait, cet acide aminé-là, on l'appellera toujours l'acide aminé N-terminal. De la même manière, de l'autre côté, vous avez le dernier acide aminé qui lui va réagir seulement
avec sa fonction amine, il aura sa fonction carboxyle qui est libre. Et de ce fait, on l'appellera toujours l'acide aminé C-terminal. Donc toujours dans un peptide, vous avez, dans ses extrémités, vous avez le premier acide aminé, il a sa fonction amine qui est libre et on l'appelle acide aminé N-terminal. Et le dernier acide aminé qui aura, lui, à son tour, sa fonction carboxyle qui est libre et on l'appellera acide aminé C-terminal. Voilà. Passons maintenant aux caractéristiques d'une liaison peptidique. Donc, quand on dit caractéristiques d'une liaison peptidique, donc, en d'autres termes, on va parler des propriétés d'une liaison peptidique. Donc, voilà, ici, vous avez un schéma qui représente un petit peu une liaison peptidique. Donc, vous avez ici le carbone alpha du premier acide aminé, le carbone alpha du second acide aminé, vous avez le carbone de la fonction carboxyle du premier acide aminé, vous avez ici l'azote de la fonction amine du second acide aminé. Et quand on parle de liaison peptidique, on parle surtout de cette liaison-là qui se trouve entre le carbone et l'azote. Voilà. Donc il faut savoir que la liaison peptidique, cette liaison-là, elle a des caractéristiques, on va dire, qui sont intermédiaires entre une liaison chimique simple et une liaison chimique double. Donc, en quelque sorte, elle va se retrouver au milieu entre les deux. Voilà. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Donc, les caractéristiques, c'est elle est stable, rigide et plane. Donc voilà, donc la liaison peptidique est une liaison qui a les caractéristiques d'une double liaison partielle. Quand on dit double liaison partielle, ça veut dire qu'elle se trouve entre une double liaison. Donc ces caractéristiques sont intermédiaires entre une double liaison et une liaison chimique simple. C'est pour ça qu'on dit les caractéristiques d'une double liaison partielle. Voilà, donc on avait dit, donc la liaison peptidique elle est stable, rigide et plane. Stable, cela veut dire quoi stable? Tout simplement, cette liaison-là, contrairement à certaines liaisons chimiques de faible énergie ou bien faibles, telles que les liaisons hydrogènes, la liaison peptidique elle est stable. Elle est stable, ça veut dire qu'elle n'est pas facilement hydrolysable, ou d'une autre manière, on ne peut pas la rompre facilement. Donc pour la rompre, il faut vraiment apporter de l'énergie afin de séparer ces deux atomes ici. Voilà, donc il faut apporter de l'énergie pour couper en quelque sorte la liaison peptidique et de ce fait, elle est solide, elle est stable. Deuxièmement, la deuxième caractéristique, c'est la rigidité. Donc la liaison peptidique, elle est rigide. Quand on dit rigide, ça veut dire qu'il n'y a pas de rotation, entre le carbone ici et l'azote ici. Donc imaginez un petit peu, vous voyez ce carbone-là, il ne peut pas faire de rotation par rapport à l'azote. Et l'azote, de la même chose, il ne peut pas faire de rotation. Et de ce fait, cette liaison ici, elle est rigide. Elle n'est pas en quelque sorte malléable. Donc cette rigidité, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que souvenez-vous, au début du chapitre, je vous ai dit que une protéine donnée qui contient plusieurs liaisons peptidiques, pour qu'elle devienne fonctionnelle, il lui faut acquérir une certaine structure spatiale ou tridimensionnelle. Et cette structure spatiale ou tridimensionnelle, il faut elle aussi qu'elle soit unique et rigide. Et bien justement, s'il n'y avait pas cette rigidité de la liaison peptidique, donc on ne pourra jamais arriver à une structure tridimensionnelle qui est stable. Donc cette rigidité, elle est nécessaire à la protéine pour l'acquisition de sa structure tridimensionnelle. Très bien. La liaison peptidique, elle est aussi plane. Cela veut dire que tous les atomes qui participent à cette liaison peptidique, donc c'est les 6 atomes ici, se trouvent sur le même plan. Cela veut dire quoi? Par exemple, prenez ce schéma-là. Si vous voulez voir en quelque sorte cette liaison à partir de ce côté-là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que tous les atomes se trouvent dans le même plan. Il n'y a pas un atome qui sort du plan. Donc, comme si elle était plate. La liaison ici, elle était plate, donc elle était plane. Voilà. Et aussi, les atomes sont en disposition trans. Quand on dit trans, donc vous savez qu'en chimie, il y a deux dispositions. Là, il y a la disposition trans. Trans veut dire différent. D'accord? Et vous avez la disposition cis. Cis veut dire identique. Donc trans ici, par exemple, vous voyez le carbone alpha ici, du premier acide aminé, et le carbone alpha du second acide aminé. Vous voyez que les deux sont orientés dans deux directions différentes. Celui-là est orienté en bas et celui-là est orienté en haut. Cette conformation-là, cette disposition-là, c'est une disposition en trans. Vous voyez ici par exemple, donc vous voyez
Ça et ça, c'est la même chose. Les deux sont trans. Vous voyez ici que le carbone carboxylique et le carbone alpha, vous voyez ici le premier carbone alpha, il est orienté en haut, et le deuxième carbone alpha, il est orienté en bas. Donc deux sens différents, donc ça, c'est trans. Le deuxième schéma, c'est le contraire. Vous voyez que les deux carbones alpha sont orientés, les deux, en haut. Donc c'est la même direction. Et de ce fait, cette position-là, c'est une disposition 6. Donc les peptides naturels ont une disposition qui est une disposition trans. Ça veut dire que les carbones alpha sont orientés dans deux directions différentes. Voilà. Voilà ça concernant les caractéristiques de la liaison peptidique. Maintenant, nous allons voir comment représenter une séquence peptidique. Comment représenter une séquence peptidique. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour représenter une séquence peptidique, il y a des règles internationales ou bien il y a une standardisation qui nous indique comment représenter une séquence peptidique. Voilà, donc vous avez ici un exemple d'un peptide qui contient 1, 2, 3, 4 acides aminés. Maintenant, comment on doit représenter une séquence peptidique? Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la chaîne hydrocarbonée qui porte les carbones alpha, vous voyez ici les carbones alpha, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc la chaîne hydrocarbonée qui porte les carbones alpha ainsi que la liaison peptidique, vous voyez ici le carbone et l'azote, ça c'est la liaison peptidique. Donc elle est appelée une chaîne principale, elle est dite chaîne principale. Cette chaîne principale-là, porteuse des carbones alpha et des chaînes peptidiques ou bien des liaisons peptidiques, elle se retrouve, il faut toujours la représenter horizontalement. Donc elle est toujours horizontale. Elle est toujours horizontale. Voilà, comme ça. Et vous avez les radicales des différents acides aminés. Vous voyez ici le radical 1, le radical 2, le radical 3 et le radical 4. Les radicaux, donc les chaînes latérales en quelque sorte, les chaînes latérales doivent, quant à eux, être représentés verticalement. Vous voyez ici, ils sont verticaux. Voilà. Et verticalement et eux aussi en trans. Vous voyez ici, le premier radical regarde en bas, le deuxième est orienté en haut, et ainsi de suite. Le troisième est orienté en bas, et le quatrième est orienté en haut. Donc, on va dire, deux radicaux qui se suivent ne sont pas orientés dans la même direction. Voilà, donc la chaîne principale, elle est horizontale. Les chaînes latérales des acides aminés sont verticales et en trans. Très bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le premier acide aminé dans ce cas, celui-là, c'est toujours l'acide aminé qui a la fonction amine qui est libre. Donc le premier acide aminé, c'est l'acide aminé N-terminal. Le dernier acide aminé, c'est toujours l'acide aminé qui a la fonction carboxyle, cette fois, qui est libre. Et celui-là, on l'appelle toujours l'acide aminé C-terminal ou bien l'extrémité C-terminale du peptide. Et quand on schématise notre peptide, on le schématise toujours de gauche à droite, donc suivant ces flèches-là. Donc toujours de gauche à droite. Considérez ça, par exemple, comme un langage. C'est comme si vous écriviez un mot ou bien une phrase. Et ici, donc, dans le langage des peptides, on écrit toujours, comme pour le français, de gauche à droite. Et on commence toujours avec l'acide aminé N-terminal. Par exemple, si vous me mettez à l'examen, je vous demande de me représenter un peptide, par exemple, et vous mettez à gauche l'acide aminé C-terminal, je vais considérer ça comme faux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit un peptide, on l'écrit toujours de gauche à droite et on commence toujours avec l'acide aminé N-terminal. J'espère que c'est clair. Il faut toujours commencer par l'acide aminé N-terminal, ici à gauche, et on finit avec l'acide aminé terminal, l'acide aminé C-terminal à droite. Voilà. Ça, concernant comment représenter une séquence peptidique. Maintenant, on va passer à la nomenclature des peptides. Nomenclature des peptides. Quand on dit nomenclature, donc comment est-ce qu'on va nommer un peptide? Voilà, donc ça c'est important, il faut suivre avec moi. Donc si un peptide contient deux acides aminés, donc tout simplement on va l'appeler dipeptide. S'il contient trois acides aminés, on va l'appeler tripeptide. Maintenant, s'il contient entre 2 et 10 acides aminés, on l'appellera dans ce cas oligopeptide. Donc c'est la même chose que pour les glucides. C'est à peu près la même chose que les glucides. Donc vous avez les disaccharides, les trisaccharides
et les oligosaccharides. Donc ici, la même chose. Donc vous avez les dipeptides, les tripeptides et les oligopeptides. Maintenant, si le nombre des acides aminés est entre 10 et 100 acides aminés, dans ce cas-là, on va parler de polypeptides. On va parler de polypeptides. Maintenant, si on dépasse les 100 acides aminés, donc ici on parlera plus de peptides, mais on va plutôt être dans les protéines. Donc ce n'est pas notre cours d'aujourd'hui, donc nous sommes ici. Donc avec un nombre d'acides aminés qui varie entre 2 et 100 acides aminés. Très bien. Donc maintenant il faut savoir quelque chose, c'est que ces peptides-là peuvent contenir une seule chaîne peptidique, ou bien dans certains cas, peuvent contenir plusieurs chaînes peptidiques qui sont indépendantes. C'est-à-dire que les deux chaînes ne sont pas liées par une liaison peptidique. Mais ils sont liés avec quoi? Elles sont liées avec ce qu'on appelle des ponts disulfure. Donc vous avez vu la fois passée, lorsqu'on avait parlé de la cystéine, les propriétés de la cystéine, nous avons dit que la cystéine, puisqu'elle contient des groupements thiols, donc une cystéine peut réagir avec une cystéine pour former ce qu'on appelle une cystine. Voyez ici, vous avez une cystéine qui se trouve sur la première chaîne peptidique, et vous avez une deuxième cystéine qui se trouve dans la seconde chaîne peptidique. Et bien, si cette cystéine-là va réagir avec son groupement thiol, avec la deuxième cystéine ici, avec ce groupement thiol, qu'est-ce qu'il va former? Celle-là, tout ça, on va l'appeler cystine. Tout ça, on va l'appeler cystine. Et ce qui est en rouge ici, qui lie les deux cystines, c'est un pont disulfure. Et ce pont disulfure-là, vous voyez qu'il permet de lier, en quelque sorte, de lier la première chaîne peptidique avec la deuxième chaîne peptidique. Vous voyez que les ponts disulfure qui lient deux chaînes peptidiques indépendantes est appelé le pont disulfure interchaîne. Un pont disulfure interchaîne, c'est-à-dire qu'il va lier deux chaînes indépendantes. Très bien. Vous avez ici que, voyez ici que ce pont disulfure peut se former entre deux cystéines qui, quant à elles, se retrouvent ici sur la même chaîne peptidique. Voilà, donc ici, dans ce cas-là, vous avez toujours un pont disulfure, mais qui va lier deux cystines qui se trouvent sur la même chaîne peptidique. Et dans ce cas-là, on va l'appeler un pont disulfure intrachaîne. Un pont disulfure intrachaîne. Donc ici, c'est un pont disulfure interchaîne. Et ici, c'est un pont disulfure intrachaîne. Donc vous voyez que les ponts disulfure intrachaîne, ils vont nous permettre en quelque sorte d'obtenir cette courbure-là de la chaîne peptidique. Voilà. Donc ça, c'est l'information à savoir, c'est que les peptides peuvent contenir une seule chaîne peptidique, et dans ce cas, on va les appeler les peptides monocaténaires. Ils peuvent aussi contenir plusieurs chaînes peptidiques reliées entre elles par des ponts disulfure grâce aux cystines. Voilà. Maintenant, on va passer à la nomenclature proprement dite. Vous voyez ici, on a un exemple d'un peptide qui est un tripeptide. Il contient de la leucine, de la glycine et de l'alanine. Donc vous avez trois acides aminés, ce qui fait de lui un tripeptide. Vous voyez ici, la leucine, c'est l'acide aminé N-terminal. Pourquoi? Parce que la fonction aminée est libre, elle est à gauche. Et vous avez l'alanine, c'est l'acide aminé C-terminal. Pourquoi? Parce que la fonction carboxyle est libre et elle est représentée tout à fait à droite, à l'extrémité droite. Maintenant, comment est-ce qu'on va nommer ce peptide? Eh bien, tout simplement, pour nommer le peptide, on va nommer en quelque sorte les différents acides aminés qui le constituent. Mais on ne va pas utiliser directement les noms des acides aminés. On va en quelque sorte modifier un petit peu les acides aminés. Par exemple, ici, nous avons de la leucine. Pour nommer le peptide, on va prendre leucine, on va lui enlever INE, et on va le remplacer par le suffixe -il. Et à ce moment-là, on va l'appeler leucile. Donc, pour nommer le peptide, il faut commencer de gauche à droite, toujours. Commencer avec de gauche à droite, comme on avait dit, et toujours, il faut modifier le nom de l'acide aminé et lui ajouter le suffixe -il. Par exemple, dans notre cas ici, vous avez leucile, glycyle, et quand on arrive au dernier acide aminé, le dernier acide aminé, on le laisse tel quel, on ne le modifie pas. Donc ici, dans ce peptide-là, nous avons leucile, glycyle, alanine. J'espère que c'est clair. Donc, pour nommer le peptide, on va nommer chaque acide aminé. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute pour chaque acide aminé le suffixe YL du début jusqu'à l'acide aminé avant-dernier. Donc, tous les acides aminés, depuis le N-terminal jusqu'à l'avant-dernier, on va leur ajouter le suffixe YL.
à part le dernier acide aminé qui est l'acide aminé C-terminal, qu'on laisse tel quel, on ne le modifie pas. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez leucyle. Ce peptide-là, il est appelé leucyle-glycylalanine. Leucyle-glycylalanine. Voilà. Voilà, donc par convention, le nom du peptide commence toujours par la gauche. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, considérez ça comme un langage, et ce langage-là commence de gauche à droite. Donc, c'est-à-dire par l'extrémité N-terminale. Donc, pour chaque acide aminé, on ajoute le suffixe YL, ou bien IL, sauf pour le dernier qui garde son nom complet sans suffixe, donc comme on l'avait dit. Donc, c'est simple, normalement c'est simple, c'est pas vraiment difficile, donc j'espère que vous avez compris. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai le plus vite possible. Voilà, donc ici par exemple, ce peptide-là, il est nommé leucyle-glycylalanine. Très bien. Voilà. Maintenant, on va passer aux propriétés des peptides. On va commencer avec les propriétés physiques des peptides. Donc, il faut savoir que les propriétés, que ce soit physiques, chimiques ou bien biologiques, les propriétés des peptides d'une manière générale, dépendent des acides aminés qui vont le constituer. Par exemple, donc si vous avez, parlons par exemple des propriétés physiques, par exemple si vous avez un peptide qui est constitué de plusieurs acides aminés hydrophiles, et bien naturellement ce peptide-là va être lui aussi hydrophile. Donc en quelque sorte les propriétés vont dépendre des acides aminés qui le constituent. Très bien. En commençant par exemple justement par la solubilité. Donc les peptides sont solubles s'ils contiennent des acides aminés hydrophiles. Donc on avait vu au début du chapitre que les acides aminés polaires sont des acides aminés hydrophiles et les acides aminés apolaires sont les acides aminés hydrophobes. Et donc un peptide qui, s'il contient beaucoup d'acides aminés polaires, ce peptide-là sera lui aussi polaire, donc il sera hydrophile. S'il contient beaucoup d'acides aminés hydrophobes, donc il sera lui aussi hydrophobe. Donc ça, c'est le premier critère. Il faut savoir aussi que la longueur du peptide joue un rôle aussi dans la solubilité du peptide dans l'eau. Donc si un peptide a une grande longueur, si un peptide il est vraiment lent, donc il sera hydrophobe, il sera plus hydrophobe. Par contre, si un peptide est court, il sera hydrophile. Donc en quelque sorte, la longueur du peptide est en inversement proportionnelle avec sa solubilité. Plus le peptide est lent, moins il sera soluble dans l'eau. Moins il sera lent, plus il sera soluble dans l'eau. Donc maintenant, vous allez me dire si par exemple un peptide contient un peu d'acide aminé hydrophile et un peu d'acide aminé hydrophobe. Donc en quelque sorte un mélange d'acide aminé hydrophile et hydrophobe. Et bien ici, comme s'il va y avoir une balance, donc il va y avoir une proportion. On va voir la proportion des acides aminés qui sont hydrophiles, qui sont hydrophobes. Si le peptide contient beaucoup plus d'acides aminés hydrophiles par rapport aux hydrophobes, donc le peptide sera soluble. Et inversement. Donc il faut voir la proportion de chaque type d'acide aminé dans le peptide pour voir s'il est soluble ou pas soluble. Bon, ça c'est concernant la solubilité. Les peptides aussi ont une deuxième caractéristique physique qui est la dialyse. Donc les acides aminés, plutôt les peptides, sont dits dialysables. Les peptides sont dialysables. Qu'est-ce que ça veut dire dialysable? Bon, le terme dialyse, je suis sûr que vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler de ce terme dialyse. Donc la dialyse, c'est un procédé qui va permettre la purification du sang chez les insuffisants rénaux chroniques ou bien aigus. Donc chez ce type de patient, donc on va utiliser un certain type d'appareillage qui est la dialyse, qui va nous permettre de purifier en quelque sorte le sang, de le débarrasser des déchets, en quelque sorte. Voilà. Et donc dans cette dialyse-là, si on voit un petit peu qu'est-ce qu'il contient l'appareil, donc l'appareil contient ce qu'on appelle une membrane semi-perméable. Une membrane semi-perméable. Les substances qui peuvent traverser, donc cette membrane semi-perméable, c'est comme un tamis, c'est en quelque sorte un tamis qui va laisser passer un certain nombre de solutés, un certain nombre de substances, et il va retenir d'autres substances, selon leur poids moléculaire. Plus la substance est grande, plus elle ne pourra pas traverser ce tamis-là, ou bien cette membrane semi-perméable. Donc on dit qu'une substance donnée est dialysable si elle va pouvoir traverser
cette membrane semi-perméable. Donc, une substance dialysable, c'est une substance qui va pouvoir passer la membrane semi-perméable et de ce fait être éliminée en dialyse. Tout ce qui est retenu ne sera pas éliminé. Par exemple, les globules rouges ne vont pas être dialysés. Donc, les globules rouges ne sont pas dialysables. Par contre, l'urée, la créatinine, tous les déchets sont dialysables. Et bien, les peptides eux aussi sont dialysables, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité, cette propriété-là, de pouvoir traverser la membrane semi-perméable de la dialyse et être éliminés. Voilà. Troisième caractéristique, qui est identique aux acides aminés, donc puisque les peptides sont constitués d'acides aminés, de ce fait, eux aussi peuvent être chargés. Donc on avait vu que les acides aminés peuvent porter des charges, on dit qu'ils sont ionisables, donc ils peuvent porter des charges positives ou bien des charges négatives. De la même manière, donc puisque le peptide contient des acides aminés qui sont chargés, donc naturellement, le peptide lui aussi peut être chargé soit négativement, soit positivement. Maintenant, ce peptide-là peut être chargé par quel groupement? Eh bien, il peut être chargé par les deux groupements ici, NH2 N terminal et le COH C terminal. Donc, on avait vu que les peptides avaient dans leurs extrémités, dans les deux extrémités, donc la première extrémité, il contient un groupement amine qui est libre, qui est l'amine N-terminal, et à la fin de sa structure, il contient une fonction carboxyle qui est libre. Donc l'ionisation peut se retrouver sur ces deux groupements-là, N-terminal et C-terminal. Elle peut se retrouver aussi dans les chaînes latérales des acides aminés, dans le cas où, par exemple, un acide aminé contient une fonction carboxyle ou bien une fonction amine. Supposons par exemple qu'un peptide contient par exemple à l'intérieur de la chaîne peptidique du glutamate, on sait que le glutamate, dans sa chaîne latérale, il y a une fonction carboxyle. Et bien cette fonction carboxyle-là peut être ionisée et de ce fait, le peptide, si elle est ionisée, c'est le peptide tout entier qui va se retrouver ionisé. Donc l'ionisation du peptide peut se faire dans les extrémités, N-terminal et C-terminal, et elle peut se faire aussi dans les chaînes latérales des acides aminés. Donc de la même manière, donc on avait vu que les acides aminés, puisqu'ils ont cette particularité-là de se charger soit positivement, soit négativement, on avait vu ensemble la notion du pHi ou bien du pH isoélectrique. Donc de la même manière, comme les acides aminés ont un pHi, donc les peptides aussi, eux aussi, ont un pHi. Donc le pHi du peptide, c'est le pH qui correspond c'est le pH auquel la charge totale ou bien la charge globale du peptide est égale à 0. Et puisqu'il peut lui aussi être chargé positivement ou négativement, donc il peut réagir comme un acide et comme une base en même moment. Donc, comme pour les acides aminés, les peptides sont des molécules amphotères, comme on l'avait vu pour les acides aminés. On avait dit, souvenez-vous, que les acides aminés étaient des composés amphotères. Et bien, les peptides aussi sont des composés amphotères. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent réagir en même temps comme un acide et en même temps comme une base. Tout dépend du pH dans lequel ils vont se retrouver. Voilà, donc ils se comportent comme un ion dipolaire et peuvent migrer dans un champ électrique. Donc, ion dipolaire, donc on avait dit qu'ils pouvaient porter une charge positive et négative, donc ce sont des molécules amphotères. Et puisqu'ils sont chargés, comme pour les acides aminés, ils peuvent être séparés ou bien ils peuvent migrer dans un champ électrique par électrophorèse, comme on l'avait vu pour les acides aminés. Voilà, donc j'espère que c'est clair. On va continuer. Voilà, donc aussi, la dernière particularité physique, c'est que les peptides peuvent absorber la lumière. Mais ils absorbent à l'ultraviolet, donc la même chose comme pour les acides aminés. Donc on avait vu aussi que les acides aminés, c'était des composés incolores, donc ils n'absorbaient pas la lumière dans le visible. Ils absorbaient dans l'ultraviolet. Ici, la même chose, puisque ce sont les acides aminés qui constituent le peptide lui aussi ne peut pas absorber la lumière dans le visible, il absorbe dans l'ultraviolet entre 220 et 230 nanomètres, comme pour les acides aminés. Cela dit, on avait vu aussi qu'il y avait une exception. On avait vu que les acides aminés aromatiques pouvaient absorber à des longueurs d'onde qui étaient entre 260 et 280 nanomètres. Voilà, donc maintenant, si le peptide contient ces trois acides aminés aromatiques tels que par exemple le tryptophane, la tyrosine, la phénylalanine,
eh bien, il pourrait lui aussi absorber, il va absorber lui aussi entre 260 et 280 nanomètres. Donc, s'il ne contient pas les acides aminés aromatiques, le peptide va absorber à entre 220 et 230 nanomètres. La longueur d'onde à laquelle le peptide peut absorber de la lumière, elle est entre 220 et 230 nanomètres s'il ne contient pas des acides aminés aromatiques. Maintenant, s'il contient un seul acide aminé aromatique, il va absorber à 220 et à 230, et il va absorber aussi à 280 nanomètres. D'accord? Donc il suffit que le peptide contienne un des acides aminés aromatiques pour qu'il puisse absorber à une longueur de 280 nanomètres. Passons maintenant aux propriétés chimiques des peptides. Donc là aussi, pareil, donc la même chose. Donc les propriétés chimiques des peptides dépendent des acides aminés qui les contiennent. Donc, si un peptide contient un acide aminé et cet acide aminé a une propriété chimique donnée, donc cette propriété chimique va aussi être applicable au peptide, tout simplement. Donc, par exemple, supposons qu'un peptide contient beaucoup de cystéine. Par exemple, un peptide contient 4 ou 5 cystéines. On avait vu que la cystéine avait la particularité, donc puisqu'elle contenait un groupe thiol dans sa chaîne latérale, donc elle avait la particularité de former des ponts disulfure. Donc si un peptide contient beaucoup de cystéine, donc tout simplement ce peptide-là aura la faculté de faire beaucoup de ponts disulfure, de produire beaucoup de ponts disulfure, naturellement. Voilà. Par exemple, si un peptide contient des acides aminés avec des fonctions alcool, telles que par exemple la sérine ou bien la thréonine, donc ces fonctions alcool des chaînes latérales peuvent être estérifiées par un acide, par exemple l'acide phosphorique, ou bien du phosphate, ou bien du sulfate. À ce moment-là, on aura des esters phosphoriques ou bien des esters sulfuriques. Voilà, comme on avait dit, donc de la même manière, si le peptide contient des résidus cystéine, ou bien des acides aminés cystéine, il pourra former des liaisons disulfure, donc des ponts disulfure. Aussi, donc les peptides de petite taille réagissent avec la ninhydrine de la même manière que les acides aminés, et à ce moment-là, on va obtenir des composés colorés. Une nouvelle caractéristique qu'on n'a pas vue dans les acides aminés, donc c'est que les peptides peuvent réagir avec un réactif qu'on appelle le réactif de Buret. Donc le réactif de Buret, c'est un composé chimique, donc il va réagir avec les peptides qui contiennent au moins 4 acides aminés. Donc s'il contient 3 acides aminés par exemple, le réactif de Buret ne pourra pas réagir avec ce peptide-là. Donc pour que le réactif de Buret réagisse avec le peptide, il faut qu'il contienne au minimum 4 acides aminés. Le réactif de Buret va réagir avec les liaisons peptidiques du peptide pour former un composé qui est coloré en bleu. Donc il faut que vous vous souveniez de cette caractéristique-là. Pourquoi? Parce que c'est important. Donc il faut savoir que c'est grâce à ce réactif de Buret-là qu'on fait le dosage des protéines et des peptides dans les laboratoires d'analyse médicale. Donc c'est grâce à ce réactif de Buret-là. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez par exemple une solution qui contient un petit peu de peptides. Quand vous allez le faire réagir avec le réactif de Buret, vous allez obtenir une coloration bleue, mais qui est une coloration légère. Par contre, si vous avez une solution qui contient beaucoup de peptides, ça veut dire que c'est une solution qui est concentrée en peptides. Si vous faites réagir le réactif de Buret, vous allez obtenir une coloration qui est bleue, mais qui est foncée. Donc, en quelque sorte, l'intensité de la coloration dépend de la concentration du peptide. Donc, on va dire que la coloration, ou bien l'intensité de la coloration, elle est proportionnelle à la concentration du peptide. Et de ce fait, grâce à l'absorption de la lumière de ce composé-là coloré qu'on va obtenir, on va pouvoir avoir une idée sur la concentration du peptide dans la solution, ou bien la concentration de la protéine si on est devant une protéine. Voilà, donc ça, concernant le réactif de Buret. Ça aussi, c'est une caractéristique qui est très importante, qui est l'hydrolyse chimique de la liaison peptidique. Donc nous avons vu tout à l'heure, on avait dit que la liaison peptidique, c'était une liaison stable, donc elle ne pouvait pas se rompre d'une manière spontanée. Donc il faut apporter soit une substance chimique ou bien une enzyme pour pouvoir la couper. Donc ici, dans le cas de l'hydrolyse chimique, donc on peut
hydrolyser en quelque sorte ou bien couper la liaison peptidique par hydrolyse chimique. Comment? Donc en apportant un acide, un acide tel que par exemple l'HCl, et à haute température. Donc en présence d'un milieu très acide tel que l'HCl et à haute température, il va y avoir hydrolyse ou bien coupure de la liaison peptidique. Quand on dit hydrolyse, ça veut dire qu'il y a coupure par intervention d'une molécule d'eau. Donc il va y avoir une molécule d'eau qui va être consommée pour pouvoir couper la liaison peptidique en présence d'HCl et à haute température. Cette hydrolyse chimique, elle est très 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 importante. Il faut la retenir. Pourquoi? Il faut la mettre en tête. Pourquoi? Parce qu'on va la retrouver lorsqu'on va voir le séquençage des peptides. Lorsqu'on verra ensemble le séquençage des peptides, on va revenir sur cette hydrolyse chimique par de l'HCl. Voilà. Donc la liaison peptidique aussi peut être coupée, peut être hydrolysée aussi. Cette fois-ci, non pas en utilisant un acide, mais en utilisant ce qu'on appelle des enzymes digestives. Des enzymes digestives, on les appelle les peptidases. Donc les peptidases, qu'est-ce que c'est que les peptidases? Les peptidases, ce sont des enzymes digestives, d'accord, qui viennent hydrolyser les liaisons peptidiques. Donc il faut savoir qu'il existe deux types d'enzymes qui hydrolysent les liaisons peptidiques, ou bien deux types de peptidases. Il y a les endopeptidases et les exopeptidases. Les endopeptidases, ce sont des enzymes qui vont couper à l'intérieur de la chaîne peptidique en des endroits bien déterminés et bien spécifiques. Par exemple, une endopeptidase donnée peut couper, par exemple, après le tryptophane. Donc à chaque fois qu'il y a tryptophane, elle va venir cette enzyme-là et elle va couper la liaison peptidique qui se trouve après le tryptophane. Donc ça, ce sont les endopeptidases. Et vous avez de l'autre côté les exopeptidases. Les exopeptidases, ce sont des enzymes qui vont couper les liaisons peptidiques, mais elles coupent à partir des extrémités, mais pas à l'intérieur. Donc par exemple, vous avez des exopeptidases qui coupent à partir de l'extrémité interminale. Donc elles vont venir, elles vont couper le premier acide aminé. Et vous avez les exopeptidases qui coupent les liaisons peptidiques à partir de l'extrémité C-terminale. Donc elle va nous libérer le dernier acide aminé. Donc ça aussi c'est très important, il faut retenir ça. Pourquoi? Parce que ces endopeptidases et ces exopeptidases, on va les retrouver lorsqu'on va faire le séquençage des acides aminés, plutôt le séquençage des peptides. Voilà donc ce qu'on vient de dire. Donc certaines enzymes coupent la liaison peptidique à des emplacements spécifiques avant ou après des acides aminés déterminés. Donc cette particularité-là, on va l'exploiter lorsqu'on verra le séquençage des peptides. Très bien. Maintenant, on va passer aux propriétés biologiques des peptides. Donc quand on dit propriétés biologiques, comme si on parlait un petit peu des intérêts biologiques des peptides. Maintenant, avant de voir ces propriétés biologiques, il faut savoir que, à l'image des protéines, donc, les peptides sont formés à partir de la traduction cellulaire. Cela veut dire quoi? Donc, on avait dit qu'un peptide donné, il est constitué d'un ensemble d'acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Maintenant, il faut savoir que le type des acides aminés, le type d'acide aminé, ainsi que l'ordre dans lequel ces acides aminés sont liés entre eux, ne se fait pas au hasard. En effet, chaque peptide donné a une séquence d'acides aminés bien déterminée à lui, bien spécifique à lui. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce que la cellule va pouvoir faire pour synthétiser ces peptides-là. Ben, tout simplement, c'est le gène qui se trouve dans l'ADN cellulaire, c'est lui qui va dicter en quelque sorte, c'est lui qui va donner l'information à la cellule sur la manière avec laquelle elle doit synthétiser le peptide. Quand on dit manière, cela veut dire le type d'acide aminé qu'elle doit inclure dans la synthèse du peptide, ainsi que l'ordre dans lequel s'associent, donc l'ordre dans lequel s'enchaînent ces acides aminés. Donc vous savez que dans nos cellules, chaque cellule contient une copie conforme de notre ADN. Chaque cellule contient une copie conforme de notre ADN. L'ADN, à son tour, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un grand nombre, des milliers et des milliers de gènes. Donc il ne contient pas seulement des gènes, il contient aussi des zones de régulation, etc., etc. Mais les plus importants, ce sont les gènes. Donc il contient des gènes. Donc chaque gène va en quelque sorte coder pour une protéine ou bien un peptide donné. Donc chaque gène va coder pour un peptide ou bien une protéine donnée. Qu'est-ce qu'il porte ce gène? Ce gène-là va porter
l'information génétique qui va indiquer à la cellule comment synthétiser un peptide ou bien une protéine. Donc la cellule va venir en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va traduire l'information génétique ou bien le langage génétique en un langage protéique ou bien peptidique. Et elle va synthétiser selon les informations qu'elle a dans le gène, ce peptide-là, ou bien elle va suivre les instructions du gène pour synthétiser le peptide. Et cette procédure-là, on l'appelle traduction. Donc vous avez votre gène qui est tout d'abord transcrit en un ARN-M. Ensuite, l'ARN-M va à son tour être traduit en peptide ou bien en protéine. Donc la même chose, donc on avait dit que la protéine était traduite à partir du gène, les peptides aussi sont traduits à partir des gènes. Cela dit, il existe des exceptions pour certains peptides qui sont de petite taille, généralement les dipeptides ou bien les tripeptides. Donc on peut trouver certains dipeptides ou bien certains tripeptides qui échappent à cette règle-là et vont être synthétisés en dehors de toute traduction. Donc ils vont être synthétisés au cours du métabolisme grâce à des enzymes spécifiques qu'on appelle les peptidyltransférases. Donc pour la globalité des peptides, comme pour les protéines, ils vont être synthétisés à partir de la traduction de l'information génétique par la cellule. Il existe certains peptides de petite taille, tels que les dipeptides ou bien les tripeptides, qui peuvent être synthétisés en dehors de la traduction grâce à des peptidyltransférases. Voilà, donc ça c'est important à connaître et à savoir. Maintenant, on va passer au rôle biologique de ces peptides. Donc, vous savez que les peptides, comme pour les protéines, ils ont un rôle biologique, ils ont une fonction. On va donner des exemples. Par exemple, les peptides peuvent être des peptides hormonaux. Donc, les peptides peuvent être en quelque sorte des hormones. On cite par exemple l'insuline, donc la fameuse insuline que vous connaissez tous. L'insuline, c'est une hormone qui régule le métabolisme glucidique ou bien le métabolisme énergétique de manière générale. Et bien cette insuline-là, ce n'est qu'un peptide. L'insuline, c'est un peptide. Vous avez aussi le glucagon, qui lui a les effets inverses de l'insuline. Donc si l'insuline elle est hypoglycémiante, le glucagon il est hyperglycémiant. Le glucagon aussi c'est un peptide. Vous avez la vasopressine, l'hormone hypothalamique, et vous avez l'ocytocine aussi qui est une hormone hypothalamique qu'on va voir tout à l'heure. Donc la vasopressine et l'ocytocine, elles aussi ce sont des peptides. Nous avons aussi le glutathion qui est un tripeptide. Il joue un rôle important comme antioxydant, nous allons le voir. Nous avons l'hepsidine. L'hepsidine, c'est un peptide qui joue un rôle très très important dans la régulation du métabolisme du fer, et plus précisément dans l'absorption digestive du fer. La carnosine, qui est un peptide musculaire, qui joue un rôle dans la contraction musculaire. Et nous avons aussi les antibiotiques peptidiques ou bien les peptides antibiotiques. Donc les antibiotiques, vous savez que les antibiotiques ce sont des médicaments. Certains antibiotiques de synthèse qui sont synthétisés artificiellement sont des peptides. Donc ce sont des peptides qui ont des effets biologiques, des effets antibiotiques. Voilà, donc prenons l'exemple de l'insuline. Donc vous savez que l'insuline, c'est une hormone pancréatique qui est synthétisée par le pancréas endocrine. Pourquoi? Parce que vous savez que le pancréas, nous avons est en quelque sorte divisé en deux. Vous avez le pancréas exocrine qui sécrète les enzymes digestifs pancréatiques et vous avez le pancréas endocrine qui sécrète l'insuline et le glucagon. Donc l'insuline, c'est un peptide qui contient 51 acides aminés. Donc c'est un peptide qui est bicaténaire, c'est-à-dire qu'il contient deux chaînes peptidiques indépendantes. Voilà, vous avez ici la chaîne A, donc la chaîne A, la petite chaîne ici c'est la chaîne A, et vous avez la chaîne B ici représentée en vert. Voilà, ces deux chaînes-là sont liées entre elles par deux ponts disulfure, Donc ces deux ponts disulfure, ce sont des ponts disulfure interchaînes. Vous avez dans la chaîne A un troisième pont disulfure qui est quant à lui un pont disulfure intra-chaîne. Très bien. Donc cette forme-là de l'insuline, c'est la forme d'insuline qui est fonctionnelle ou bien mature. Mais avant d'arriver à cette forme-là mature, il va y avoir plusieurs étapes de maturation. Donc en effet, juste après la traduction, l'insuline, elle est sécrétée sous cette forme-là. Plutôt, on ne peut pas parler d'insuline
parce que cette forme-là est appelée pré-pro-insuline. Pré-pro-insuline. Donc au début, vous voyez que la pré-pro-insuline, c'est une seule chaîne peptidique. C'est une seule chaîne peptidique, d'accord? Une seule chaîne peptidique qui contient plusieurs fragments liés entre eux. Donc vous voyez ici, le premier fragment, c'est le futur, ou bien la future chaîne A, ici, ce qui est en bleu. Vous avez ensuite le peptide C, ici, ce qui est en noir ici, c'est le peptide C. Ensuite, la future chaîne B, qui est en vert ici. Et vous avez un tout petit peptide ici, qu'on appelle le peptide signal, qui est en rouge. Vous allez me dire à quoi il va servir ce peptide signal. Vous savez que dans la cellule, donc chaque protéine synthétisée doit rejoindre son emplacement définitif où elle va exercer son rôle. Donc il y en a certaines protéines par exemple qui vont partir aux mitochondries, qui vont rejoindre la mitochondrie. D'autres protéines vont rejoindre par exemple la membrane plasmique. D'autres protéines ou bien d'autres peptides vont être sécrétés en dehors de la cellule. Voilà, donc chaque peptide ou bien chaque protéine va rejoindre sa destination finale. Et maintenant, pour que la cellule sache où est-ce que chaque protéine va être transportée, donc il lui faut ce peptide signal. C'est grâce à ce peptide signal que la cellule va connaître l'emplacement définitif de chaque protéine ou bien chaque peptide synthétisé. Une fois arrivé à son emplacement définitif ou bien à son emplacement final, ce peptide signal-là va être coupé, il va être dégradé. La même chose ici pour l'insuline. Donc une fois que l'insuline est sécrétée, bien une fois que l'insuline a pris le chemin de la sécrétion, donc ce peptide signal-là va être enlevé, il va être dégradé. Très bien. Donc une fois qu'on enlève ce peptide signal-là, on va avoir ce qu'on appelle la proinsuline. La proinsuline qui est ici. Donc la proinsuline contient quoi? Contient la chaîne A liée au peptide C, ici en noir, et qui est à son tour liée au peptide, à la chaîne peptidique B. Voilà. Vous avez aussi à cette étape-là la formation des ponts disulfures, donc qui vont nous donner ces trois ponts-là. Vous avez la formation des ponts disulfures. Il va y avoir une autre étape qui va consister à la coupure de ce peptide C. Vous voyez ici, il y a coupure de ce peptide C pour former enfin l'insuline fonctionnelle avec le peptide C qui sont sécrétés en même temps. Il faut savoir que le pancréas sécrète l'insuline et le peptide C d'une manière équimolaire. Qu'est-ce que ça veut dire, manière équimolaire? Ça veut dire que si le pancréas synthétise ou bien sécrète une insuline, il va nous synthétiser et nous sécréter un peptide C. S'il nous sécrète 10 insulines, il va nous sécréter à côté 10 peptides C. Le peptide C, jusqu'à nos jours, n'a pas de rôle biologique bien déterminé ou bien défini. C'est l'insuline qui porte le rôle biologique. Le peptide C, jusqu'à présent, n'a pas vraiment de rôle biologique. Voilà. Passons maintenant au glucagon. Bon, le glucagon, contrairement à l'insuline qui est bicaténaire, le glucagon, lui, est monocaténaire. Donc, le glucagon est un peptide de 21 acides aminés qui est sécrété lui aussi par le pancréas qui joue un rôle important dans la régulation du métabolisme glucidique. Donc, il faut savoir qu'il a les rôles inverses, qu'il a un rôle inverse de l'insuline. Donc, si l'insuline diminue la concentration du glucose dans le sang, le glucagon, quant à lui, augmente la concentration du glucose dans le sang. Arrivons maintenant aux deux hormones hypothalamiques, l'ocytocine et la vasopressine. Donc il faut savoir que l'ocytocine et la vasopressine, ce sont deux hormones ou bien des neurohormones hypothalamiques. Quand on dit hypothalamique, ça veut dire qu'elles sont sécrétées, ou bien plutôt qu'elles sont synthétisées par l'hypothalamus et sécrétées par l'hypophyse. Donc ces deux neurohormones sont synthétisées au niveau de l'hypothalamus et sécrétées par l'hypophyse. Il faut savoir que l'hypothalamus est une neuroglande qui synthétise des neurohormones. Très bien. Donc, que ce soit l'ocytocine ou bien la vasopressine, ce sont deux hormones de 9 acides aminés. Vous voyez que chacune d'elles contient 9 acides aminés. Vous voyez ici l'acide aminé N-terminal et vous avez ici l'acide aminé C-terminal. Vous voyez ici à la fin de chaque séquence, vous voyez ici que la glycine, c'est une glycine qui est un petit peu particulière. Pourquoi? Parce qu'elle ne porte pas une fonction carboxyle, mais elle porte plutôt une fonction amide. Donc cette glycine-là, on ne l'appelle pas glycine, mais on l'appelle glycine amide. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'une fonction carboxyle, elle a une fonction
amide. C'est pour ça qu'ici, que dans l'ocytocine, à la fin, dans l'extrémité C-terminale, vous n'avez pas une fonction carboxyle, mais plutôt une fonction amide. Vous voyez aussi que la séquence peptidique de chaque hormone, de chaque neurohormone, que ce soit pour l'ocytocine ou la vasopressine, vous avez la même séquence peptidique. Donc vous avez les mêmes acides aminés, sauf ici et ici. Donc ici, au lieu de l'isoleucine pour l'ocytocine, vous avez de la phénylalanine pour la vasopressine. Et ici aussi, au lieu de la leucine, vous avez de l'arginine. Vous voyez que une modification d'un ou deux acides aminés va provoquer la modification complète de la fonction biologique de l'hormone. Donc il suffit de modifier un ou deux acides aminés pour obtenir un effet biologique qui est complètement différent. Donc vous voyez ici que les deux hormones aussi ont un pont disulfure intrachaîne, ok, un pont disulfure intrachaîne qui va lier les deux cystéines ici. Voilà. Maintenant, quel est le rôle de chaque hormone? Donc commençons par l'ocytocine. Donc l'ocytocine joue un rôle important lors de l'accouchement. Comment? Eh bien, c'est l'ocytocine qui va donner l'ordre à l'utérus de se contracter pour permettre de délivrer le fœtus. Donc, en d'autres termes, c'est l'ocytocine qui est responsable du travail utérin lors de l'accouchement. Elle joue un rôle aussi après l'accouchement lors de l'allaitement. En effet, c'est l'ocytocine qui va permettre l'éjection du lait maternel au cours de l'allaitement. Voilà, donc ça concernant l'ocytocine. La vasopressine, quant à elle, elle va réguler ce qu'on appelle la quantité d'eau qui se trouve dans le compartiment sanguin. La vasopressine va jouer un rôle dans la régulation de la quantité d'eau qui se trouve dans le compartiment sanguin. En effet, lorsqu'elle est sécrétée, la vasopressine va donner l'ordre à l'organisme d'augmenter les réserves en eau dans le compartiment sanguin et de ce fait augmenter la pression artérielle. C'est pour ça qu'on l'appelle vasopressine. Vasopressine. Vaso, c'est pour artère, ou bien vasculaire. Pressine, c'est pour pression. Donc lorsqu'elle est sécrétée, la vasopressine augmente la pression artérielle. Pourquoi? Parce qu'elle va donner l'ordre à l'organisme d'augmenter les réserves en eau dans le compartiment sanguin. Par exemple, elle va donner l'ordre au rein et lui demande d'absorber plus d'eau. Elle va aussi donner le signal de soif. Donc cette sensation-là de soif qu'on a pour absorber, pour prendre plus d'eau. Donc c'est la vasopressine qui est responsable de ça. Donc la vasopressine, on peut l'appeler aussi ADH ou bien hormone antidiurétique. Donc vasopressine ou bien hormone antidiurétique ou bien ADH. Donc les deux hormones ou bien les deux neurohormones, ocytocine ou bien vasopressine, ce sont des peptides de 9 acides aminés. Maintenant on va passer à la carnosine. Carnosine, c'est un dipeptide qui est constitué de 2 acides aminés, donc dipeptides. Il contient la bêta-alanine et l'histidine. Et de ce fait, on peut l'appeler bêta-alanyl-histidine. Vous voyez ici bêta-alanyl pour bêta-alanine. Bêta-alanine, c'est en quelque sorte un acide aminé qui est un petit peu particulier. Pourquoi particulier? Parce que vous voyez ici le carbone alpha qui porte la fonction amine devrait normalement porter aussi la fonction carboxyle qui va réagir et former la liaison peptidique. Ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez que le carbone alpha porte seulement la fonction amine. La fonction carboxyle est portée par un second carbone qui est appelé carbone bêta, qui est dit carbone bêta. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle bêta-alanine. Pourquoi? Parce que la fonction carboxyle qui entre dans la formation de la liaison peptidique, elle est portée par un carbone qui est dit carbone bêta et non pas par le carbone alpha. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle bêta-alanine. Donc cet acide aminé, c'est un acide aminé particulier, donc c'est une exception. Et il est dit bêta-alanine. Donc, si on nomme un petit peu le peptide complet, on va dire bêta-alanyl-histidine. Ici, vous avez de l'histidine normale, donc avec la fonction carboxyle en C-terminal. Passons maintenant au glutathion. Donc, le glutathion, c'est un tripeptide. Il contient du glutamate, de la cystéine et du glycocol. Donc, glycocol, c'est tout simplement de la glycine. Donc la glycine, on peut l'appeler glycine ou bien glycocol. C'est un acide aminé qui est la glycine. Donc glycocol ou bien glycine, c'est la même chose. Donc quand on va le nommer, ce glutathion-là, on va le nommer de cette manière-là. C'est la gamma-glutamyl
cystéinylglycocol. Maintenant, pourquoi on a ajouté ce gamma ici? Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ce gamma ici? Ben, parce que tout simplement, le glutamate ici, il est lié à la cystéine. Vous voyez ici la fonction, plutôt la liaison peptidique, il est lié à la cystéine, non pas par la fonction carboxyle de son carbone alpha, mais plutôt avec la fonction carboxyle de sa chaîne latérale. Parce que vous savez que le glutathion porte dans sa chaîne latérale une fonction carboxyle. Donc ici, dans le glutathion, le glutamate va se lier à la cystéine, non pas avec la fonction carboxyle de son carbone alpha, mais avec la fonction carboxyle de sa chaîne latérale. Et cette fonction carboxyle de sa chaîne latérale, elle est portée par un carbone qu'on appelle le carbone gamma. Donc c'est pour ça que cette liaison peptidique-là, on l'appelle en quelque sorte une liaison peptidique gamma. Pourquoi? Parce que la fonction carboxyle qui entre dans la formation de cette liaison peptidique-là, elle est portée par un carbone gamma. Et donc c'est pour cela qu'on ajoute ce gamma-là lorsqu'on va nommer notre glutathion. Donc au lieu de dire glutamyl, on va dire gamma glutamyl cystéinyl glycocol ou bien gamma glutamyl cystéinyl glycine. La même chose. Voilà. Voilà, ici, donc la liaison, elle est faite avec la fonction carboxylique qui est portée par le carbone gamma. Quel est le rôle maintenant du glutathion? Donc le glutathion joue un rôle antioxydant. Donc en d'autres termes, il va contrer l'oxydation. Où est-ce qu'on va le trouver? Donc on le trouve surtout dans les globules rouges. Donc vous savez que le rôle des globules rouges, c'est de transporter l'oxygène des poumons vers le reste de l'organisme pour pouvoir oxygéner les organes. Donc toute sa vie, une globule rouge va transporter de l'oxygène. Le problème, c'est que l'oxygène a un pouvoir oxydant qui est très important, un pouvoir oxydant. Donc, s'il n'y avait pas un moyen de contrer cette oxydation, l'hémoglobine de la globule rouge va se trouver complètement oxydée et de ce fait, la durée de vie de la globule rouge va être très réduite. Donc, le glutathion va venir et va contrer cet effet oxydant de l'oxygène et il va en quelque sorte protéger l'hémoglobine des globules rouges grâce à son pouvoir antioxydant. Voilà, donc le glutathion va contrer l'oxydation de l'oxygène au niveau des globules rouges. Donc c'est ce qu'on appelle un rôle antioxydant. Donc voilà, avec ça, nous aurons fini la partie peptide. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour entamer la partie protéines. J'espère que vous avez compris. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire en bas de la vidéo et je vous répondrai dès que possible. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.